Chers amis, merci à vous. Merci de tout cœur aux Parisiens et aux Franciliens pour leur mobilisation. Merci aux militants, merci aux élus. Merci à tous les bénévoles, si dévoués et si généreux dans leur engagement. On dit tous les jours que la politique n'intéresse plus les Français et pourtant, il y a des centaines et des centaines de bénévoles qui, tous les jours, sans rien attendre en retour, travaillent à la campagne que je conduis dans le pays. Est-ce que ce n'est pas le signe qu'il y a encore des hommes et des femmes qui ont le sens de l'engagement ? Notre pays traverse bien des épreuves, mais vous ne lâchez rien. Et ce soir, vous êtes plus de 2400 et je vois dans vos regards cette fierté d'être français. Et c'est la raison pour laquelle, au milieu de vous, je dis qu'être candidat à l'élection présidentielle, c'est bien plus qu'un devoir, c'est un honneur. Je suis candidat à la présidence de la République française, parce que j'ai la conviction que la France est un pays exceptionnel, qui ne mérite pas son sort actuel. Je suis candidat pour réagir, pour redresser, pour faire. Est-ce que vous aimeriez vivre dans une France où la liberté d'entreprendre et de travailler serait enfin valorisée? Une France en croissance et en plein emploi. Une France productive, attirant des nouvelles industries et des nouveaux métiers. Une France comptant les meilleurs laboratoires et les meilleures universités du monde. Une France où chacun pourrait saisir sa chance. Une France qui serait en tête de l'Europe. Ce n'est pas un rêve, c'est un projet possible et on va le faire. D'ailleurs, malgré la bureaucratie, malgré la fiscalité dévorante, notre pays est encore la 6e puissance du monde. Nous sommes l'un des peuples les plus productifs. Nos entrepreneurs débordent d'énergie et sont à la pointe de la révolution numérique. Notre recherche excelle dans les mathématiques, la biologie médicale, l'informatique. Certaines de nos grandes entreprises sont des fleurons internationaux. Notre culture est vivante et elle est admirée. Notre force agricole et agroalimentaire est l'une des premières au monde. Nos infrastructures publiques sont modernes et solides. Notre influence diplomatique et militaire nous permet de parler d'égal à égal avec les plus grands. Oui, nous avons entre les mains un trésor que nous sommes en train de gâcher, faute d'avoir réformé notre système. Notre pays est devenu l'un des plus réglementés du monde, l'un des plus imposés de l'OCDE, l'un des plus suspicieux vis-à-vis de ses talents et vis-à-vis du progrès. Alors, il faut vraiment que la France ait du génie pour être encore là. Imaginez sur quel sommet elle serait si nous étions capables de changer tout cela. Et à ceux qui doutent, à ceux qui se demandent s'il n'est pas trop tard, à ceux qui n'y croient plus, je dis regardez d'où nous venons et avançons ensemble. Nous sommes les héritiers d'une nation bâtie par des hommes et des femmes qui ont travaillé sans relâche, une nation qui est montée sur les barricades pour la justice et qui s'est battue pour son indépendance, pour le progrès, que de sueur, et pour la liberté. Combien sont tombés en criant « Vive la France !» Et il faudrait maintenant que nous hésitions. Et il faudrait maintenant que nous nous excusions d'avoir eu des héros. Nous sommes Français, querelleurs, insoumis, mais du moins cet esprit rebelle nous a donné Jeanne d'Arc, Voltaire, Molière. Si certains ne savent pas ce qu'est l'esprit français, les terroristes islamistes, eux, le savent. Le panache de la liberté, l'égalité des hommes et des femmes, la fraternité entre tous, le droit de croire ou de ne pas croire, le droit de rire, le droit de sentir sur la plage le soleil sur sa peau, le droit de s'aimer, le droit de contester, le droit de voter, et puis toujours cette volonté de nous tenir debout face au vent de l'histoire. Nous sommes la France.
Nous sommes la France, nous venons de loin et nous irons encore loin si nous avons le courage d'oser. Lundi 5 septembre, j'ai fait déposer à la haute autorité en charge des primaires les parrainages qui soutiennent ma candidature. Plus de 6 000 adhérents républicains, plus de 400 élus locaux, 84 parlementaires ont décidé de s'engager à mes côtés et tous les jours, je reçois de mes compatriotes des messages de soutien. Celles et ceux qui me font confiance reconnaissent dans ma démarche une cohérence morale et politique. Je leur en sais gré, parce que je crois que l'honnêteté est la première des exigences que l'on doit aux citoyens. Voilà 3 ans que je parcours notre pays, j'ai rencontré des milliers de Français, j'ai entendu leurs coups de gueule, leurs témoignages, leurs idées. Mon combat est le vôtre parce qu'il vous ressemble et parce qu'il est sincère. Ce soir, votre mobilisation est le meilleur baromètre de cette primaire qui ne fait que commencer. Plus nous approcherons de l'échéance, plus elle intéressera les Français et plus les jeux seront ouverts. Aujourd'hui, les sondeurs sont dans l'incapacité de mesurer cette foule qui va saisir l'occasion de donner son avis. Agriculteurs, artisans, médecins, entrepreneurs, étudiants, tous ces Français que j'ai rencontrés sur le terrain, ils vont prendre la parole. Et croyez-moi, ce qu'ils m'ont dit ne correspond pas à ce qu'on entend dans le microcosme. Dans cette France qui s'affirme de droite et du centre, cette France vraie, cette France sans esbrouffe, on forge patiemment son choix. Et vous verrez que le 20 novembre, on se souviendra de notre rassemblement au Cirque d'hiver. Je vous en fais la promesse, nous allons mettre un point final à ce quinquennat d'échecs. Depuis 4 ans, tout n'aura été que flottement, alors que l'histoire nous défiait avec violence. Panne de la croissance et explosion du chômage, fragmentation de l'Europe et Brexit, totalitarisme islamique et menace sur notre civilisation. En ces temps de tempête, en ces temps de bourrasque, il aurait fallu une politique avec un grand P, mais nous avons eu Hollande et ses anaphores. Hollande et ses anaphores, celle du moi président restera dans les annales de la forfanterie et de la forfaiture. François Hollande veut se représenter et il rêve de rééditer le match de 2012 avec le même adversaire. Comme si l'anti-sarkozysme de la gauche pouvait neutraliser l'anti-hollandisme. Balle au centre, pense-t-il. C'est ça l'alternative? C'est ça l'avenir pour notre pays? Pendant qu'on y est, François Hollande n'a qu'à venir incognito en scooter, voter à la primaire de la droite et du centre pour choisir lui-même son rival. Non, personne ne décidera à votre place, surtout pas lui. Et certainement pas ces leaders d'opinion toujours en décalage avec le peuple. L'alternance de 2017 ne doit pas être celle de la revanche, et elle doit être bien plus qu'un nouvel affrontement entre la droite et la gauche. Il s'agit de redresser la France. Parmi tous mes concurrents à cette primaire, je suis le seul à dire les choses telles qu'elles sont. Notre nation décline. Il faut réagir vite avant que les taux ne se referment. Parce que la politique a besoin d'être ouverte aux Français qui ont fait leurs preuves dans leur métier, dans leur vie, dans l'accomplissement de leurs projets. Je veux donner la parole au peuple, c'est la raison pour laquelle j'entends utiliser le référendum pour faire sauter les conservatismes. Sur les questions économiques, je suis le plus radical et le plus précis. Je suis celui qui milite pour la liberté. D'abord parce que c'est la première valeur de notre devise, mais aussi parce que c'est la clé de la réussite de nos principaux partenaires. On me dit que les Français n'aiment pas la liberté, mais pourtant, c'est pour elle qu'ils ont fait la révolution. À gauche, on prétend que la liberté rime avec précarité, c'est faux.
La précarité est là, mais la liberté nulle part. On a tout nivelé, on a tout encadré, on a tout réglementé, comme si on préférait l'égalité dans la médiocrité plutôt que la réussite au service de la justice. Je suis allé à la rencontre des agriculteurs, des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, des artisans, des commerçants, des maires, des entrepreneurs, des enseignants. Tous m'ont dit à leur manière la même chose, que l'État arrête de nous emmerder. Laissez-nous travailler, faites-nous confiance, libérez-nous des normes inutiles, des charges exorbitantes, des impôts confiscatoires, des réglementations absurdes. Alors oui, je veux recentrer le Code du travail sur les normes sociales fondamentales. C'est 200 pages sur les 3400 que compte aujourd'hui le Code du travail, dont la complexité broie toute adaptation sur le terrain. Je veux la fin des 35 heures et le pouvoir donné aux entrepreneurs et à leurs salariés de négocier totalement le temps de travail. Je n'encadre pas les conditions de cette négociation, je ne fixe pas à l'avance le seuil et les salaires qui devront déclencher les heures supplémentaires. Non, je fais le pari de la liberté et du bon sens. Pour nos fonctions publiques, en revanche, mes instructions seront claires. Ce sera le retour aux 39 heures. Parce que c'est la seule façon de réduire la dépense publique et nos déficits, tout en garantissant le service public de qualité que nos concitoyens exigent. Certains de mes concurrents proposent les 37 heures plutôt que les 39 heures. Ils s'arrêtent au milieu du gué alors qu'il faut mettre l'État en situation d'être plus efficace pour les Français et moins coûteux pour les contribuables. Pareil sur les retraites. Certains parlent de 63, puis de 64, puis après on verra. La vérité, c'est qu'ils rusent avec les Français. Parce qu'ils savent pertinemment que la France ne pourra pas se redresser en travaillant moins que ses voisins. Pour ma part, je joue carte sur table. Ce sera 65 ans afin de pouvoir sécuriser vraiment les pensions des retraités et notamment celles des plus modestes d'entre eux. Je préfère dire la vérité maintenant plutôt qu'à la fin du quinquennat. Je souhaite que les revenus du travail soient toujours supérieurs à ceux de l'assistance. La dégressivité des allocations chômage et l'instauration d'une allocation sociale unique le permettront. Et sur ce point, mon projet est bien plus clair, bien plus précis que celui de mes concurrents. Pour moi, l'assistance est un droit, mais l'assistanat, c'est un piège. J'ai rencontré ces associations qui luttent contre l'extrême pauvreté. Mes parents militaient à Emmaüs et je n'ai pas oublié les visages de ceux auxquels ils venaient en aide. Il peut arriver à tout le monde d'être soudainement cabossé par la vie. J'engagerai un plan d'action pluriannuel de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, c'est-à-dire un texte législatif qui sera la charte de l'engagement de toute la nation sur les fronts de la pauvreté en France. Mais ce qu'il faut surtout, c'est recréer une croissance au cours de laquelle chacun pourra s'accrocher pour remonter la pente. Plutôt que de voir les fonds de pension américains et le Qatar racheter nos plus beaux actifs, je veux créer les conditions d'un capitalisme français avec des investisseurs, des capitaines d'industrie et des jeunes créateurs d'entreprises. Je baisserai de 40 milliards d'euros les charges et les impôts sur les entreprises. J'instaurerai une flat tax à 30% sur la fiscalité du capital et je supprimerai le stupide impôt sur la fortune qui détruit notre économie. Je baisserai les charges salariales qui amputent le pouvoir d'achat des salariés et je rétablirai une politique familiale ambitieuse plutôt que de baisser tous les impôts, comme le proposent de manière irresponsable plusieurs de mes concurrents. L'économie française est à l'arrêt. Elle ne repartira pas avec quelques réformes. Elle ne repartira pas sans un électrochoc. Le saupoudrage et les promesses électorales ne peuvent que ruiner les espoirs que l'alternance suscite.
Moi, ma priorité, c'est l'emploi et c'est la guerre contre le chômage. Et pour cela, je choisis de mettre le paquet sur la baisse des charges qui pèsent sur les entreprises françaises. Dans cette campagne, j'entends beaucoup parler d'identité nationale. Certains disent qu'elle est malheureuse, d'autres qu'elle devrait être heureuse. Mes amis, rien ne m'est plus cher que la France. Mais personnellement, je n'ai aucun doute sur mon identité. Je suis français avec des racines sartoises, vendéennes et basques. Cette question de l'identité nationale, pour essentielle qu'elle soit, ne doit pas masquer les questions qui minent les Français. Le chômage, la désindustrialisation du pays, la désertification des zones rurales, la désolation des agriculteurs, la précarité qui gagne les classes moyennes, la détresse des quartiers bousillés par la drogue et l'insécurité. Pour que chacun se sente vraiment patriote, il faut que la patrie soit dans nos vies quotidiennes, entraînante pour tous. Il ne suffit pas seulement d'apprendre la Marseillaise aux écoliers pour rassurer les parents sur l'avenir de leurs enfants. Et il faut plus que des coups de trompette pour restaurer la confiance des chômeurs. Et puis j'estime que l'identité française se confond avec la bataille pour la souveraineté nationale. Nous doutons de notre identité parce que la France se dissout dans la mondialisation. Voilà la réalité. Et la reconquête de la souveraineté passe par une remobilisation de notre modèle productif face à la force asiatique. Elle passe par le pouvoir donné à nos entreprises et à nos salariés de gagner la compétition internationale. Elle passe par la restauration d'un capitalisme français qui investit en France. Elle passe aussi par notre force de frappe scientifique et technologique pour gagner la bataille de la connaissance. Elle passe par la défense de l'euro face à l'impérialisme du dollar. Elle passe par une refondation de l'Europe qui doit être notre bouclier face aux menaces du monde. Bref, il faut redonner à la France les outils de la puissance afin que les Français n'aient plus à douter de leur destin et donc de leur identité. Et puis, nous devons renforcer nos piliers. Le premier de ces piliers, c'est la famille. Premier cercle de nos solidarités. La famille doit être protégée. Dans cette salle, je sais que nous la considérons comme une valeur, pas comme une variable budgétaire, d'où ma volonté de restaurer l'universalité des allocations familiales et de porter le plafond du quotient familial à 3 000 €. Madeleine de Gessé vient d'évoquer le mariage pour tous. Je la remercie de son soutien qui rencontre ma clarté sur ce sujet. Je n'ai jamais varié. Je n'ai jamais cherché à instrumentaliser qui que ce soit. Chacun a ses convictions et les miennes n'ont pas bougé d'un pouce. Après le vote de la loi Taubira que j'ai combattue, j'ai immédiatement indiqué que si j'avais la charge de la présidence de la République, je proposerais au Parlement de réécrire le droit de la filiation, qui a été dévoyé par le texte de Mme Taubira. J'ai travaillé avec des juristes et des experts et je propose un texte qui fige le principe qu'un enfant est toujours le fruit d'un père et d'une mère. De ce principe découlent des conséquences. Réserver l'adoption plénière aux couples hétérosexuels. Limiter l'accès de la PMA aux couples stériles parce qu'il s'agit d'une solution médicale à un problème médical. Et interdire la gestation pour autrui, qui est une instrumentalisation inadmissible du corps des femmes. Voilà ce que j'affirme depuis le début, voilà ce que je ferai. Et qu'on ne vienne pas m'expliquer que la Cour européenne des droits de l'homme pourrait nous interdire de faire une distinction entre la situation des couples hétérosexuels et homosexuels. De nombreux pays soumis à la juridiction de cette Cour européenne n'ont pas adopté de législation analogue à la loi Taubira sans être pour autant en infraction. Mais je vais plus loin. Je soutiens qu'aucun juge national ou européen ne peut dénier à la loi française la capacité
au nom de l'intérêt de l'enfant, d'affirmer qu'il procède toujours d'un père et d'une mère. Parmi les piliers de notre République, il y a l'école. L'école qui doit transmettre les savoirs fondamentaux, autour desquels nous devons concentrer les efforts plutôt que de multiplier les activités périphériques. Et parmi ces savoirs fondamentaux, l'histoire de France. Ces pages sombres que nous savons regarder en face avec lucidité ne doivent pas effacer ces pages lumineuses autour desquelles nous devons nous rassembler. Oui, je veux qu'on écrive notre récit national. Et je le demanderai à des académiciens de renom. Et je veux qu'on enseigne ce récit à tous les enfants de France qui doivent être fiers d'être français. L'école, j'entends l'avoir préparé nos jeunes à un métier, avec une valorisation massive de l'alternance, financée par tous les actuels emplois parking. Ministre de l'Éducation nationale sous Jacques Chirac, pour lequel j'ai à ce moment une pensée émue. J'ai fait appliquer la loi d'interdiction des signes religieux à l'école. Premier ministre, j'ai fait interdire la burqa. L'école doit incarner la République. Et puisqu'il faut des repères pour cela, oui, j'instaurerai l'uniforme scolaire afin que tous les élèves de toutes origines et de toutes classes sociales soient tous égaux et français. La sécurité doit être partout et pour tous, avec des forces de l'ordre modernisées, une justice ferme et rapide, la construction de nouvelles prisons. C'est vrai que sur ce sujet, tous les candidats disent à peu près la même chose. Mais ce qui importe, c'est l'action. Et c'est surtout la résolution calme et implacable de l'État. Et ça n'est pas en proposant, après chaque attentat, le vote de nouvelles lois pour remplacer celles que l'on n'applique pas, que l'on assurera la sécurité des Français. Les policiers et les gendarmes que j'ai rencontrés à maintes reprises ne demandent pas des lois. Ils demandent de la considération, des moyens pour agir et des sanctions pénales qui ne traînent pas. L'unité nationale commande une immigration strictement contrôlée, réduite à son minimum, choisie par quota, obéissant au devoir pour les étrangers de se plier à une langue, à des mœurs et à 2000 ans d'histoire. C'est une question d'unité, mais c'est aussi une question de respect, parce que le dernier arrivé dans la demeure ne doit pas se croire maître chez les autres. Depuis longtemps, je dis que le monde est gravement menacé par un mouvement qui s'étend de l'Afghanistan au Nigeria. Le totalitarisme islamique nous a déclaré la guerre et il a des combattants parmi nous. En juillet 2012, j'ai appelé François Hollande à se rapprocher de la Russie pour trouver une issue à la guerre en Syrie. J'étais seul à le faire, souvent critiqué par mes amis. Et aujourd'hui, je vois Moscou et Washington négocier ensemble dans le dos de la France. Pardonnez-moi cet excès d'immodestie, mais en matière de politique étrangère et de défense, j'y vois plus clair que certains qui prennent leurs instructions dans les cercles de l'OTAN ou dans les salons parisiens. La politique étrangère, c'est un rapport de force où l'on défend les intérêts de la France. Quand on fait la guerre, on choisit ses alliés, quels qu'ils soient, pour détruire l'adversaire. J'ai réclamé la réorganisation de nos services de renseignement, l'application stricte du code pénal qui permet de condamner jusqu'à 30 ans de prison tous ceux qui entretiennent des relations avec l'ennemi, c'est-à-dire l'État islamique, l'aggravation des peines pour consultation des sites internet djihadistes, la création d'une véritable armée pour combattre sur le théâtre numérique. J'ai réclamé le contrôle administratif du culte musulman et l'interdiction de son financement par l'étranger tant que son intégration dans la République ne sera pas achevée. Je veux la dissolution immédiate de tous les mouvements qui se réclament du salafisme ou des frères musulmans.
parce qu'ils défendent des idées qui sont contraires à nos valeurs. Et pour avoir défendu des idées contraires à nos valeurs, nous avons dissous autrefois des mouvements politiques d'extrême gauche ou d'extrême droite. Je veux la clarification de nos relations avec l'Arabie saoudite et le Qatar, qui abritent les penseurs de l'islam radical et les sinistres promoteurs du burkini. Moi, je ne parle pas de lutte abstraite contre les communautarismes, pour ne pas avoir à nommer le problème concret que nous avons avec la radicalisation d'une partie de l'islam. Les catholiques, les protestants, les juifs, les bouddhistes, les sikhs ne menacent pas l'unité nationale. Cessons donc de faire croire qu'il faut durcir les règles de la laïcité au prix d'atteintes inacceptables à la liberté religieuse, alors que seule la poussée intégriste qui enflamme le monde musulman est une menace pour notre société. En juin 2015, ici même, j'avais réuni tous les amis des chrétiens d'Orient. J'ai pris leur défense parce que si la France n'est pas à leur côté, personne ne le sera. De quoi sont-ils coupables ? De quoi sont-ils coupables tous ces innocents sommés de se parjurer, de fuir leur terre ou de mourir ? Ils ne sont coupables de rien. Ils sont coupables simplement d'être fidèles à leur foi. La minorité chrétienne résiste et son combat transcende sa propre cause. Parce que ce qui est en jeu, c'est le combat de la pluralité, c'est le combat de la tolérance, c'est le combat pour la liberté contre l'oppression. Souvenons-nous du pasteur Martin Niemöller et de son terrible poème écrit en 1942. Je me suis permis de l'actualiser. Lorsque les fanatiques ont chassé les chrétiens, je n'ai rien dit, je n'étais pas croyant. Lorsqu'ils ont créé leur califat, je n'ai rien dit, j'étais de l'Occident. Lorsqu'ils ont masqué le visage des femmes, je n'ai rien dit, j'étais un homme. Lorsqu'ils sont venus me menacer, il ne restait plus personne pour se battre avec moi. Oui, si par faiblesse, par manque de clairvoyance diplomatique et militaire, nous continuons d'hésiter, alors la liste des victimes va s'allonger parce que telle est la logique du totalitarisme, et plus cette logique intégriste avancera, plus notre monde se fermera. Les sunnites, les chiites, les chrétiens, chacun se recroquevillera sur sa communauté, sur son territoire, sur ses dogmes. Il en sera fini de ces passerelles qui nous lient, le temps des tribus sera revenu. Tel est le scénario catastrophe que le prochain président de la République devra enrayer avec courage et avec clairvoyance. Mes amis, notre monde est tiraillé entre fanatisme et mercantilisme. D'un côté le djihad, de l'autre le matérialisme. Moi, je refuse ce duel mortifère. L'homme n'est ni une machine à tuer, ni une machine à consommer. Nos sociétés modernes ne doivent pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est que la vie est sacrée, que le bonheur est une quête, que la liberté est un combat, que l'espérance récompense les cœurs justes. La force de la France dépend d'abord de sa force d'âme. Et mon programme se fonde sur 3 valeurs. La liberté, la responsabilité, l'autorité. La liberté parce que c'est elle qui remettra notre pays sur les rails du progrès et de la prospérité. Je suis pour un capitalisme créateur de richesses et outil d'émancipation pour les plus faibles. Mais je suis contre le capitalisme de connivence, celui où les lobbies obtiennent des avantages, où des groupes d'intérêts négocient des privilèges, où chacun essaie d'influencer l'autorité publique au détriment de l'intérêt général. La liberté économique, ce n'est pas la précarité, c'est la liberté d'entreprendre, d'inventer, d'innover, qui finance la solidarité et non pas le contraire. La liberté n'est pas seulement efficace, elle est aussi morale. Que chacun puisse aller au bout de ses mérites, de son courage, de ses rêves, c'est conforme à la justice et à la morale.
La liberté est le premier des droits de l'homme, elle est au cœur du projet français. Nous sommes le pays qui a fait le plus de révolutions depuis 200 ans. Depuis des siècles, nous rejetons inlassablement l'oppression. Nos grands penseurs, philosophes, écrivains, romanciers inspirent partout dans le monde ceux qui rêvent de liberté. La France incarne l'espoir pour les peuples bâillonnés. Tendez l'oreille, voici ce que Victor Hugo écrivait en 1876. Que prouvent les carcans et les chaînes? Qu'il faut que les peuples soient libres. Que prouvent les sabres et les mitrailles? Qu'il faut que les peuples soient frères. Que prouvent les sceptres? Qu'il faut des lois. Les lois, les voici: liberté de pensée, liberté de croyance, liberté de conscience, liberté dans la vie, délivrance dans la mort, l'homme libre, l'âme libre. Voilà ce que disait Victor Hugo. La liberté, c'est notre combat. Et ça n'est pas seulement un combat économique, c'est un combat fondateur, existentiel, fondamental pour la société qui est la nôtre. Mais cette liberté a aussi un corollaire. C'est celui de la responsabilité. Il est juste que chacun assume les conséquences de ses choix. Une entreprise qui pollue doit payer en conséquence. Un délinquant qui viole la loi doit en subir les conséquences. Un dirigeant politique qui échoue doit assumer. Choisir ses actes et ne pas se dérober, c'est la noblesse de l'humanité. L'autre corollaire de la liberté, c'est l'autorité. L'autorité sans laquelle la liberté n'est que désordre et chaos. Le politiquement correct veut nous faire confondre autorité et autoritarisme. On a sombré dans le conformisme, dans la négation du réel. On ne combat pas un mal en refusant de l'identifier, de l'appeler par son nom. Daesh, ce n'est pas une marque, c'est l'État islamique. Un djihadiste n'est pas un déséquilibré, c'est un terroriste. Un délinquant n'est pas un jeune des quartiers, c'est un délinquant. La République doit parler clair et elle doit être sévère. Certains cherchent à nous anesthésier face aux dangers qui nous guettent, face à tout ce qui menace nos idéaux, notre justice, notre civilisation. Moi, je refuse tout angélisme, toute naïveté. Je veux rétablir l'autorité de l'État, l'autorité de la loi, la nécessité de l'ordre. Comme le prévoit le Code pénal, toute personne entretenant les moindres relations avec les totalitaires islamiques doit être sanctionnée avec la plus grande sévérité. Aucune agression, aucune insulte envers un représentant des forces de l'ordre, du corps professoral, ne devrait jamais être tolérée. Ce triptyque liberté, responsabilité, autorité, je l'oppose à la tentation du désespoir, présente chez nombre de nos concitoyens. Je l'oppose à la faillite morale de certaines de nos élites. Je le dis sans ambages, elles se sont trompées sur tout. L'insécurité, à les entendre, c'était juste un sentiment. L'immigration, c'était une aubaine. Le chômage, la faute aux entrepreneurs. L'Europe, une évidence. Le communisme, un rêve déçu. Le capitalisme, un mal absolu. Le marché fonctionne mal, ils proposent de l'achever à coups de normes et d'impôts. La mondialisation est un risque, ils disent oublions-la en nous recroquevillant sur nous-mêmes. Nos concurrents font mieux que nous, il faudrait qu'on se rassure en refusant de comprendre pourquoi. Nos concitoyens demandent des repères, des valeurs, ils les regardent avec pitié. Ils réclament de l'ordre, ils se font traiter de fascistes, c'est tellement plus simple. Les Français se demandent si notre pays est encore souverain, alors ils ignorent leurs doutes et les traitent avec condescendance. Entre indifférence, arrogance et idéologie, notre démocratie s'est fourvoyée, on a nié les problèmes, menti sur leurs causes, sollicité des boucs émissaires, détourné l'attention. Eh bien aujourd'hui, nous devons tout reconstruire. Nous devons renverser le carcan de la bureaucratie, des normes imbéciles, des procédures étouffantes, de la fiscalité confiscatoire. Nous devons mettre à bas les fausses valeurs. Nous devons réhabiliter le bon sens et les principes de justice qui fondent notre civilisation. Nous devons retrouver une forme d'humanisme exigeant, qui ne prend pas l'être humain pour un robot, qui considère la vie comme une chance, l'effort comme une noblesse, la difficulté comme une occasion de dépassement, l'histoire de France comme un combat pour la libération de l'homme.
Mes amis, l'échéance de 2017 sera décisive. Et cette primaire constitue la première étape. Il ne s'agit pas de désigner le président du Parti des Républicains. Il ne s'agit pas d'un casting. Il vous faut choisir l'homme et le projet qui correspondent aux exigences de notre temps. J'ai une vision pour mon pays et je sais ce qu'il doit être à l'avenir. Innovant, ouvert à l'initiative, uni autour de ses valeurs fondamentales. Et parmi ces valeurs, je vois l'Europe repensée autour d'un nouveau tandem franco-allemand, une Europe politique, respectant notre souveraineté, capable de se défendre, capable de résister à la suprématie du dollar, capable d'exiger de la Chine le respect de la réciprocité. D'ici 10 ans, nous devons être la première puissance européenne et je nous en donnerai les moyens. J'ai une longue expérience du pouvoir. Je sais comment on réforme, à quel rythme, avec quelle équipe. 5 années passées à Matignon et tant d'années passées à diriger des collectivités locales sont plus précieuses que toutes les grandes écoles que je n'ai pas faites. Mon projet est précis, il est chiffré, il est radical parce que la situation doit être radicalement changée. Je sais ce que seront chacun des 100 premiers jours du prochain quinquennat et j'ai la conviction qu'ils entameront un redressement rapide et bénéfique à tous. Mais maintenant, je dis aux Français qu'il faut passer aux actes. Que toutes celles et tous ceux qui attendent un dictour de vérité et qui veulent des vraies réformes doivent s'engager aujourd'hui. Je dis aux Français, prenez le pouvoir. Prenez le pouvoir pour imposer un vrai débat. Prenez le pouvoir pour imposer un vrai projet. Prenez le pouvoir pour montrer que la droite et le centre, c'est bien plus qu'un parti. Prenez le pouvoir et faisons gagner ensemble ce que nous avons de plus cher en nous, la France.